Voilà. Je pense que nous sommes déjà en direct. Oui, certainement. Ah, c'est toujours un peu le moment entre le moment où on se voit et puis voilà, on est en direct, c'est super. Je pense que nous sommes déjà en direct. Voilà, oui, certainement. Alors, c'est toujours un peu le moment entre le moment. Ah, puis maintenant, j'ai le son en deux. Voilà, super. Alors, bonjour, docteur Silva. Merci beaucoup d'être là. On a eu un petit couac d'horaire parce qu'on s'est communiqué. Enfin, voilà. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'on soit là pour pouvoir faire le live. Je suis vraiment contente que vous soyez là parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Je crois que ça fait au moins 6 mois. Et c'est vrai que notre but, c'est de pouvoir avoir des relations assez de proximité avec les cliniques partenaires. Donc, on a eu quand même beaucoup d'échanges depuis. On discute ensemble via WhatsApp. On a discuté aussi avec votre assistante parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans votre clinique. Puis, c'était important pour nous justement de faire un petit point par rapport à la clinique, parce qu'il y a eu des gros changements, donc vous allez nous en parler. Et puis aussi de parler de la prise en charge des patients de A à Z. Comment ça se passe en fait? Parce que c'est vrai que faire un traitement de PMA à l'étranger, c'est quand même anxiogène. Je veux dire, on va dans un autre pays pour faire un traitement. Il y a tout le côté voyage, etc. Et c'est vrai que d'avoir tout ce qu'on peut mettre comme sécurité, tout ce qu'on peut mettre comme information. L'information, c'est la connaissance, en fait, peut rassurer. Et l'idée, c'était de se dire, ben voilà, comment ça se passe à partir du moment où on vous contacte pour avoir un traitement, comment ça se passe, quelles sont les personnes qui prennent en charge les patients, quel délai, etc. Et quelles sont les personnes impliquées, sachant que nous, on a certains accords. Donc, le but, l'idéal, c'est de prendre d'abord contact avec nous. Nous, on va vous mettre en relation. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets directement en relation avec Katharina, qui est votre assistante. Et ensuite, elle passe aux coordinatrices. Et puis, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Okay. Donc, peut-être déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire 2-3 mots sur la clinique, comme ça, juste un peu les dates où vous êtes situé, et puis aussi un petit peu les nouvelles, parce que vous avez déménagé récemment, et puis pourquoi vous avez déménagé, voilà. Oui, d'accord. Bon, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Merci, Madame Grundmann, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être ici, de pouvoir échanger avec vous, avec vos patientes. Et pour nous, c'est un vrai plaisir. Bon, tout d'abord, pour me présenter, je m'appelle Vladimir Silva. Je suis l'administrateur et le directeur scientifique de 2 cliniques portugaises de PMA. Ferticentro, qui se situe à Coimbra, et Procrear, qui se situe à Porto. Vous nous avez connus à travers de Ferticentro, notre clinique de Coimbra, qui existe depuis 2002. Donc, nous avons complété 20 ans cette année. Et entre-temps, nous avons ouvert une nouvelle clinique qui s'appelle Procrear et qui se situe à Porto. Nous l'avons ouvert à l'année 2019. Quelles sont donc les nouvelles au niveau de nos cliniques? Bon, à Ferticentro, nous avons... bon, peut-être je peux aller un peu derrière. Au Portugal, la loi de la PMA a changé. Nous avons passé d'un système où nous avions des dons anonymes pour les dons non anonymes. Bien sûr, ça, avec notre implémentation au marché international, nous avons vraiment, nous avons beaucoup augmenté notre demande de patientes. Et donc, à cause de ça, nous avons une énorme croissance de notre activité. Pour cette raison, nous avons plus que doublé la capacité de la clinique à Coimbra. Nous avons des nouvelles coordinatrices, infirmières, médecins. Nos installations ont plus que le double de la taille des installations antérieures. Et entre-temps, nous avons aussi commencé à lancer notre activité internationale à Porto, parce que la clinique de Porto était un peu plus dédiée au public portugais et aux donneuses d'ovocytes, parce que nous avons une banque d'ovocytes très importante à partir de laquelle nous envoyons des ovocytes pour pas mal de cliniques au Portugal et à l'étranger. Et donc
nous sommes actuellement, nous avons en réalité démarré les travaux pour doubler la capacité de la clinique Porto hier. Donc, nous augmentons aussi à ce niveau-là. Les deux cliniques travaillent avec toutes les dernières technologies, toutes les dernières méthodologies. Et bien sûr, nous essayons surtout, et ça c'est ce qui est plus difficile, quand nous augmentons l'activité, il faut bien sûr faire beaucoup d'attention à la qualité. Et donc, parfois, ça augmente les temps de réponse parce que c'est préférable de le faire bien et un peu plus doucement que de faire tout très rapidement, mais ça, mettant en cause la qualité. Ça, c'est notre principe général. Donc, nous continuons notre activité, mais toujours sans mettre en cause la qualité des soins, augmentant le nombre de médecins, augmentant le nombre d'infirmières, de coordinatrices, enfin, de tout le monde. À Coimbra, par exemple, actuellement, nous avons déjà 55 personnes qui travaillent à temps complet à la clinique. 55% de notre activité est avec des patients francophones dans une totalité de 80% de patients internationaux, c'est-à-dire 20% de nos patients sont portugais, 80%, 80% sont en Suisse. On dit 80, dans la partie Vaud, on dit 80, mais dans la partie Genève, on dit 80. Ah, OK. Donc, 80% sont étrangers et bien sûr, ces 80, 55% sont des patients francophones. Et donc, par cette raison, nous avons, je ne sais pas, même pas combien, mais environ 30 personnes qui parlent couramment le français. C'est vraiment notre langue plus importante de travail. À la clinique de Porto, nous sommes en train de créer les mêmes types de conditions. Donc, par exemple, actuellement, nous sommes en train de contracter une nouvelle coordinatrice. Nous avons contracté deux infirmières francophones et donc, parler couramment le français est un critère d'admission dans nos cliniques. Nous avons même pas mal de personnes qui sont natives, qui sont nées en France, en Suisse, au Luxembourg, etc., qui parlent le français comme langue mère, parce que c'est toujours pas la même chose parler avec quelqu'un comme moi, qui se débrouille, ou avec quelqu'un qui parle le français comme langue principale. Notre idée, et un peu pour répondre à votre question, notre idée en termes de parcours du patient, c'est, disons, de séparer les choses de deux manières. Le premier contact avec la clinique, si le contact est fait à travers de vous, par exemple, vous avez Katharina qui est ma secrétaire et qui travaille dans une position de coordination des partenariats. Donc, Katharina est la personne à laquelle vous devrez appeler si jamais vous avez besoin d'une information, s'il manque quelque chose, s'il y a un doute dans le devis, dans la prise en charge, quel que soit le problème, quel que soit, si jamais il y a quelque chose qui ne soit pas clair, Katharina est là pour le répondre, pour le clarifier et pour faciliter les choses. Et donc, Katharina fonctionne comme un point de contact pour vous aider à avoir une réponse très rapide. Au-delà de ça, Désolé, on a Katharina qui est là et qui confirme derrière. On peut vous voir, il n'y a pas de souci, Katharina. Exactement. Je suis un WhatsApp à distance, d'accord? D'accord. Donc, je suis toujours disponible. Super. Okay. Bon, pour la prise en charge, les patientes qui contactent les cliniques sont contactées par une coordinatrice qui est francophone, qui va expliquer, bon, tout d'abord, qui va écouter le problème de la patiente ou du couple ou des patientes, même pour les couples de femmes. Elle va tout d'abord écouter, ensuite
il y a deux types de patients, comme vous le savez. Il y a des personnes qui savent déjà qu'est-ce qu'elles cherchent, qui ont déjà un diagnostic, qui simplement cherchent une clinique pour faire un traitement pour lequel elles ont déjà une indication claire. Il y a aussi des patientes qui ne savent pas exactement quelle est la solution pour son problème, qui sont un peu en contact avec pas mal de cliniques pour écouter les différents avis, etc. Donc, nos coordinatrices sont bien préparées et elles sont au courant du type de traitement. Bien sûr, elles ne sont pas médecins, donc elles peuvent déjà partager pas mal d'informations sur les différents types de traitements. Elles sont préparées pour donner des considérations théoriques, des statistiques, enfin, tout ce que est possible de faire parce qu'il y a ce type d'informations sont aussi disponibles dans les sites et dans pas mal d'endroits dans toute l'Internet. Mais la différence d'avoir une coordinatrice, c'est que c'est quelqu'un qui est expérimenté, qui connaît des patientes, qui connaît pas mal de patientes, qui parle avec des patientes tous les jours, qui a un côté humain pour écouter le problème et pour donner une réponse directe à la situation de chaque patient. Donc, c'est un travail que pour les patientes d'ART fertilité est un travail complémentaire parce que vos patientes elles viennent déjà accompagnées, déjà préparées, elles connaissent déjà les procédures. Donc, le type de discours que nos coordinatrices ont avec vos patientes est un peu différent du discours qu'elles ont avec quelqu'un qui appelle la clinique, qui envoie un email à la clinique, qui remplit un formulaire en ligne. Donc, c'est, disons, plus facile parce que le côté technique, le côté médical, un peu, même le côté émotionnel, vous préparez déjà vos patientes. Donc, pour nous, vos patientes, à nous, c'est un peu d'expliquer la logistique des choses comme vous venez à ce jour pour que monsieur fasse le recueil de sperme, vous prenez l'avion à la veille, vous venez dans ce type de transport vers la clinique. Enfin, ce genre d'organisation logistique, transport, hébergement, même les différentes possibilités d'organiser un traitement, deux voyages, trois voyages, enfin, tout ce genre de choses, les coordinatrices sont là pour aider les patients. Le côté technique, on laisse à vous, mais bien sûr, les coordinatrices sont préparées aussi pour répondre à ce genre de questions. Donc, pour ne pas oublier votre question, et désolé de parler autant de temps. Donc, les patients contactent avec vous, Adva, vous envoyez l'indication à Katharina et entre-temps, elles seront contactées par une de nos coordinatrices. Le but, c'est d'organiser un rendez-vous avec le médecin qui sera en charge de la prise en charge de ces patients. Ce médecin va informer la patiente, va en discuter, bien sûr, si nous avons des examens qui ont déjà été faits, si nous avons des comptes rendus des traitements antérieurs, ça va nous aider à mieux comprendre et à bénéficier aussi de l'expérience des autres cliniques, des autres médecins, et donc, comme ça, nous serons plus confortables pour donner une indication. Et ensuite, ça dépend de ce qu'on trouve. Il y a des patientes qui arrivent vers nous déjà avec un diagnostic établi qui simplement cherchent une clinique parce que, par exemple, en Suisse, le don d'ovocytes n'est pas autorisé et donc ils doivent venir ici. En France, il y a une liste d'attente de 5 ans et donc il faut chercher un autre pays. Il y a aussi des patientes qui, situation classique, par exemple, moi, j'ai 41, 42 ans. Je ne sais pas si c'est encore possible avec mes ovocytes ou s'il faut partir pour un don d'ovocytes. Donc, ça, c'est le type de situation qu'il va falloir vérifier,
faire peut-être des examens complémentaires. Dans certains cas, par exemple, des utérus avec des fibromes, ce genre de choses. Ils peuvent venir ici. Parfois, nous demandons des examens additionnels où on dit à la patiente, bon, je me souviens par exemple de certains cas de patientes auxquels nous avons dit, madame, on ne sait pas si on peut vous traiter sans avoir une première idée, une observation directe. Nous ne pouvons pas nous prononcer. Parce que parfois, il y a des choses qui sont vraiment difficiles, notamment des choses qui concernent des altérations morphologiques au niveau du terrain. Donc, tout ça pour vous dire que la prise en charge, à partir du moment où il y a un rendez-vous avec le médecin, peut changer un peu. La patiente qui était seulement en contact avec la coordinatrice passe à être accompagnée par le médecin et l'infirmière qui travaille directement avec lui. Et cette infirmière va coordonner un peu la réalisation des examens additionnels, la transmission des indications suivantes et aussi l'organisation des rendez-vous de follow-up, de suivi avec le médecin. Jusqu'au moment où tout est clarifié et nous sommes prêts à avancer. Ensuite, ça dépend du type de traitement, si c'est fait avec don de sperme, don d'ovocytes, des ovocytes et du sperme propre. Enfin, toutes les combinaisons sont possibles. D'accord. Bon, voilà, ce qui était intéressant pour nous, c'était aussi de savoir comment se passait, parce que les gens, c'est vrai qu'ils vous contactent. Nous, on a eu pas mal des fois des retours en disant oui, mais on n'a pas de nouvelles de fertilisation-tropie. C'est vrai que les gens, à partir du moment qu'ils contactent une clinique, ils ont envie d'avoir tout de suite une réponse. Et c'est vrai que, alors nous, on essaye vraiment d'expliquer, c'est que vous n'avez pas forcément toujours la capacité de répondre tout de suite quand ce n'est pas des demandes urgentes. C'est ce dont on avait discuté avec Katharina. C'est-à-dire que quand les demandes sont urgentes, par exemple, vous êtes en traitement et vous avez besoin de savoir, j'ai pris ce médicament, est-ce que c'est OK? Est-ce que je peux venir faire mon transfert? Ça, c'est une autre partie de personnes qui vous prennent en charge. Par contre, la première prise en charge, quand vous avez besoin d'un devis, quand justement vous voulez savoir quel traitement, etc., ça, c'est ce que vous nous avez expliqué. Vous avez énormément de demandes. Vous avez dernièrement énormément de demandes, malgré le fait que vous avez engagé de nouveaux médecins, de nouvelles coordinatrices. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de demandes et ce n'est pas possible toujours de répondre tout de suite aux questions. Et puis, il y a un peu un ordre des priorités. Ça, c'est important. Alors, et aussi, et bien sûr, nous travaillons tous les jours pour améliorer ça. En réalité, ça, c'est exactement une des raisons pour laquelle on va ajouter notre clinique de Porto, disons, à l'ensemble des cliniques qui peuvent, disons, au monde francophone. Parce que, comme à Porto, c'est un peu une question de critères de qualité. Voyez, par exemple, à Coimbra, je suis complètement confortable pour recevoir des patientes francophones parce que je sais que j'ai une équipe francophone qui est préparée, qui est beaucoup expérimentée, qui est complètement à l'aise avec le public francophone. Et comme ça, on sait qu'on n'aura pas de difficultés de communication, tous les patients peuvent parler sa propre langue d'une façon tranquille et ils savent que nous le comprenons et nous sommes capables de transmettre les indications et nous savons que les patients nous comprennent. Et ça, c'est très important. À Porto, nous sommes en train d'établir le même système, mais nous n'avancerons pas avec la clinique de Porto, disons, annoncée dans les partenariats, qu'au moment où nous sommes complètement capables d'assurer que le même type de suivi est disponible aux deux cliniques. Nous sommes en train de le faire. Ça va en réalité doubler notre capacité de réponse. Et en réalité, les délais desquels vous parlez sont surtout les délais avant le traitement. C'est-à-dire, à partir du moment, c'est une question, disons, plutôt administratif parce que à partir du moment où nous prenons en charge une patiente, un couple,
tout ça, nous avons des protocoles bien définis, des choses qui doivent être faites, qui dépendent du contexte clinique de chaque personne. Mais ça, disons, c'est comme une machine. Il y a le côté clinique, technique, et les personnes qui entrent dans la partie technique, nous sommes en train de le faire. Ça, pardon, j'écoute mon pot. Ah, bon, c'est bon. C'est bon, Alors, non, ce que je disais, les personnes qui arrivent à la phase technique du processus, bien sûr, elles auront une équipe enfoquée dans son traitement qui a sa propre séquence d'événements, une manière de travailler très clarifiée. Sur le côté administratif, pour pouvoir entrer, il faut avoir de l'espace et j'aimerais bien pouvoir dire on a une capacité illimitée de traiter des patients, mais malheureusement, ça n'arrive jamais. Donc, c'est pour ça que nous avons augmenté, surtout parce qu'à partir du moment où nous démarrons avec quelqu'un, parce qu'il y a, comme je dis toujours, le côté humain. On sait que si on dit à une personne, on va travailler avec vous, on va vous aider à former votre famille, à résoudre votre problème d'infertilité, etc., c'est aussi notre responsabilité de faire les choses le mieux possible. Et donc, pour pouvoir prendre en charge un couple dans les meilleures conditions possibles, il faut être sûr de que ça peut être fait, bien fait. Nous avons aussi une politique de notre côté en tant que clinique, parce que c'est vrai que 80% de nos patientes viennent d'autres pays, mais 20% sont portugaises. Et donc, nous avons une politique de ne pas travailler avec des prix qui ne sont pas abordables. Donc, c'est une question de principe. Nous sommes dans un pays qui est le Portugal, où le pouvoir d'acquisition de la population n'est pas la même chose qu'en Suisse, ok? Et donc, il faut aussi respecter ça. Et donc, par cette raison, nos tarifs restent abordables. Ça serait peut-être plutôt d'augmenter les tarifs et avoir un nombre inférieur de patients pour gagner encore peut-être encore plus d'argent, c'est pas notre philosophie. On essaie de garder les tarifs. Bien sûr, la PMA est chère, okay, nous sommes bien conscients de ça, mais pour pouvoir travailler avec la meilleure qualité possible dans le tarif plus abordable possible pour ce niveau de qualité. Et donc, nous préférons d'augmenter notre capacité de réponse que de contrôler la demande à travers une politique de tarifs très élevés parce que c'est pas notre philosophie. Bien sûr, actuellement, avec toute l'inflation, tous les tarifs, quelque chose que nous utilisons, vous le dites, je peux vous confirmer que ça a augmenté parce que c'est un peu partout dans l'économie. Mais bon, on essaie, on fera notre mieux pour éviter que ça monte pour des niveaux impossibles. Ce qu'il faut dire aussi, moi je suis toujours étonnée, c'est que finalement vous êtes aussi pas mal contacté par, vous avez énormément de personnes qui prennent contact et qui in fine ne font pas de traitement, parce que ça aussi, hein, moi il y a beaucoup de gens que je vous mets en contact et finalement il y a qu'une partie d'entre eux qui font des traitements, donc, mais à chaque fois vous analysez le dossier, vous donnez des réponses, etc. Donc imaginez la quantité de messages qui sont échangés entre les coordinatrices, les personnes qui font des demandes. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, il y a une chose, c'est la prise en charge une fois qu'on est patient, et puis la prise en charge avant qui peut être un tout petit peu plus longue, surtout quand une clinique commence à avoir de plus en plus de demandes. Et voilà. Il y avait Julie, justement, qui est aussi, qui travaille avec moi sur Art Fertilité, a judicieusement posé une question, et c'est intéressant, sur la législation au Portugal concernant les embryons. Parce qu'on a eu aussi une demande du fait que les embryons qui étaient... il y a une garantie quand on travaille avec nous. Alors, vous avez toujours une garantie, en tout cas, de 2 embryons.
Nous, on a discuté ensemble d'avoir une garantie 3 embryons parce qu'on était plus à l'aise pour cette garantie. Donc, on a évidemment on peut vous proposer aussi ensemble la garantie 2 embryons, 3 embryons. Et moi, je vous avais demandé même la garantie 5 embryons parce que c'était pour pouvoir répondre à la même demande qu'il y a en Espagne. Parce que c'est vrai que souvent, les gens comparent un petit peu entre l'Espagne et le Portugal. Et puis, alors, au niveau tarif, comme vous disiez, vous avez des tarifs qui sont beaucoup moins chers qu'en Espagne. Au niveau de qualité de traitement qui sont équivalents des très bonnes cliniques, parce que de nouveau en Espagne, il n'y a pas que des bonnes cliniques non plus. Hein. Donc, la qualité est la même chose. C'est vrai que les tarifs sont moins élevés parce que le niveau de vie, puis en Espagne, il y a vraiment des fois des tarifs qui sont hyper hauts. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Portugal, il y a une législation qui est différente au niveau des embryons. C'est qu'on vous promet donc des embryons blastocystes. Par contre, au niveau de la qualité, ce n'est pas forcément un ou deux, enfin, c'est pas finalement les top qualités, ça peut être des qualités qui sont moins bonnes, mais qui ont autant de chances quand même de survivre et de donner naissance à des enfants. Sinon, j'imagine que si les embryons n'étaient pas de suffisamment bonne qualité, vous les proposerez pas. Non. Non, voilà. Mais le souci, c'est qu'au Portugal, on n'a pas le droit de fabriquer d'autres embryons si on n'a pas transféré les premiers embryons, en fait. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, justement. OK. Donc, pour vous clarifier, une chose, c'est la loi, et une autre chose sont les garanties que nous donnons. Donc, nous, en tant que clinique, nous disons, et ici, on parle des traitements avec don d'ovocytes, il faut le clarifier. Oui, bien sûr. Alors, quand on fait un traitement avec don d'ovocytes, nous avons une donneuse qui est une jeune femme qui a entre 18 et 34 ans. Nous informons toujours l'âge de la donneuse avant le début du traitement. Il faut que la patiente soit d'accord avec la donneuse, c'est-à-dire qu'il faut que la donneuse soit approuvée par la patiente. Et donc, si la patiente est d'accord avec la donneuse, nous pouvons avancer et bien sûr, les donneuses sont soumises à des différents tests de fertilité et donc, nous n'avançons pas avec un don si la donneuse n'a pas passé tout un ensemble d'examens, de tests génétiques, etc., pour qu'elle soit approuvée. Bon, donc, une jeune femme dans ce groupe d'âge, dans ce type de conditions, a théoriquement un prognostic incroyable. C'est-à-dire, c'est le meilleur prognostic possible chez les humains. Okay? Et donc, c'est pour ça que nous pouvons donner des garanties d'embryon. Ça ne signifie, en réalité, personne ne peut jamais assurer qu'on va avoir 2, 3, 4, 10, 400 embryons. On peut tout simplement contrôler ce qu'on fait si, à cause des facteurs biologiques, qu'est-ce qu'on fait si la nature ne nous donne pas ce que nous avons accordé avec nos patients. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans le cas où nous n'avons pas le nombre d'embryons accordés, notre clinique a pris la décision c'est-à-dire, si vous avez une garantie de 3 embryons, par exemple, et vous n'obtenez que 2, vous avez le droit à une nouvelle donneuse sans coût additionnel et vous avez le droit à tous les embryons obtenus lors de cette tentative parce que selon la loi portugaise, à partir du moment où le spermatozoïde entre à l'intérieur de l'ovocyte, tous les embryons formés appartiennent au couple au couple ou à la patiente pour qui ces embryons ont été créés. Et donc, quelles sont les différences entre la loi portugaise et la loi espagnole? Bon, tout d'abord, au Portugal, nous n'avons pas le droit de créer des nouveaux embryons avant le transfert des embryons qui ont été créés auparavant. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter, mais au-delà de ça, nous ne congelons que des embryons avec une qualité maximum, avec une qualité compatible avec la vie. Okay? Et donc, si nous avons des embryons de très bonne qualité, ces embryons doivent être prioritaires d'être créés avant de faire le transfert des nouveaux embryons. Cette loi existe par 2 raisons.
La première, c'est pour éviter que les embryons soient abandonnés. C'est un problème qui existe beaucoup dans pas mal de pays dans lesquels les couples ont le droit de créer des nouveaux embryons sans faire le transfert des embryons antérieurs. L'autre chose, c'est un peu pour contrôler une éventuelle exploration commerciale de la part des cliniques. C'est-à-dire, si un embryon a une qualité excellente, en réalité, c'est pas la peine de créer un nouveau embryon. Bien sûr, si une personne change de compagnon, s'il y a un souci, enfin, ça, c'est une chose différente et la loi portugaise nous permet. Okay? La loi portugaise comprend des exceptions pour certains types de cas, pour un des pays. Enfin, il y a des situations qu'on peut cadrer, que le directeur clinique de chaque clinique peut prendre la responsabilité pour justifier et autoriser la création des embryons quand on a déjà des embryons créés, des situations, perte de réserve ovarienne, certains types de situations limites, ça arrive, nous l'avons fait pas mal de fois, tout dans les limites de la loi. Ce qu'on ne fait pas, c'est créer des nouveaux embryons, disons, sans avoir une justification clinique. Donc, ce que la loi portugaise dit sur un point de vue pratique, c'est que nous pouvons créer des nouveaux embryons dès que ça soit cliniquement justifié. Et donc, créer des nouveaux embryons quand nous avons encore des embryons disponibles, ce n'est pas cliniquement justifié. Il y a des situations dans lesquelles ça pourrait être fait. Mais donc, c'est toute une question je dirais, rationalité. Okay? Moi, je voulais rajouter quelque chose parce que je sais d'où vient la question, puis je pense que je vais répondre aussi à la personne qui se pose la question, parce que c'est des gens en fait qui sont déjà en traitement chez vous, et c'est vrai que c'est intéressant et on en a déjà parlé. En fait, ce qui se passe, c'est que, et ça vous l'avez bien dit, vous ne congelez que des embryons qui ont la possibilité de donner la vie. C'est-à-dire que vous allez... Ils peuvent, effectivement, quand on fabrique des embryons, il y a une classification qui se fait par les biologistes. Je vois chez vous, c'est entre A, B, C. Maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'un embryon est C, c'est une classification qui est visuelle. Ça ne veut pas dire pour autant que, d'une part, il est de top qualité. Il y a toujours un problème, il peut toujours avoir un problème au niveau du nombre de chromosomes, et ça, on ne peut que le savoir au niveau si on fait un diagnostic préimplantatoire, un screening préimplantatoire. Mais visuellement, il a l'air bon. Et si vous le congelez, c'est que les biologistes savent que ils font des études, ils ont des classifications, ils savent qu'un embryon qui a l'air comme ça, qui s'est divisé comme ça, parce qu'il l'étudie pendant la division cellulaire. Vous me contredisez si je dis faux. Ils ont étudié que cet embryon-là a la capacité de donner un bébé, parce que c'est des études qui sont faites par les biologistes. Donc, ce n'est pas parce que votre embryon est un embryon classe C et pas un classe A qu'il n'a pas de chance de donner de faire un bébé. Parce que s'il a été congelé et qu'on vous le propose congelé, décongelé, pour faire un transfert, c'est qu'il peut donner un bébé et ça ne diminue pas vos chances. Pour autant, un embryon qui a l'air beau peut être bon ou mauvais, on ne peut pas le savoir. Un embryon qui n'a pas l'air forcément beau, idem, tant qu'on ne fait pas un screening préimplantatoire. Donc ça, c'est une chose. Et puis, la personne demandait aussi, parce qu'il y avait 8 ovocytes, et puis il n'y avait que 2 embryons. Et là, ce qui est important, c'est que vous dites, vous prenez des femmes qui ont la capacité de donner les meilleurs embryons possibles, mais il y a un facteur que souvent on oublie de mentionner, c'est qu'il y a le facteur sperme. Donc, on peut prendre les plus beaux ovocytes du monde, si la qualité du sperme de monsieur n'est pas au top, ça impacte sur le nombre d'embryons. C'est pas finalement ce que la donneuse, c'est pas parce que la qualité des ovocytes de la donneuse n'était pas bonne, c'est qu'un embryon, c'est fait de 2 sortes de cellules. Donc, et puis là, on a 2 personnes qui parlent sur le site en disant qu'elles ont
fait des transferts chez vous et que malheureusement, il y a eu, que tout se passe bien. Enfin, il y a une personne qui est en train de dire, je ne sais pas si vous voyez aussi sur le groupe, ah non, je ne vous avais pas accès au groupe, une personne qui dit qu'elle est très contente de votre clinique, tout se passe bien. Malheureusement, un transfert était négatif, une autre grossesse biochimique, une autre qui a malheureusement eu un négatif, qui se pose des questions. Et là, la chose est, c'est que ça ne dépend pas que tout des embryons. Il y a après, ce qui se passe après le transfert d'embryon, c'est l'immunité, c'est la vascularisation, c'est les hormones. Enfin, c'est tellement complexe, en fait. Enfin, je pense que, voilà. Alors, bon, très bien. Donc, vous avez parlé de plusieurs sujets et tous très importants. Donc, pour démarrer, classification embryonnaire. Actuellement, nous sommes dans une nouvelle âge de la classification embryonnaire. Nous utilisons la technologie de time-lapse, c'est-à-dire nous surveillons les embryons 24 sur 24 heures d'une façon continue. Et donc, actuellement, les cliniques plus modernes au niveau mondial, nous utilisons tous le time-lapse. Okay? Je peux vous dire que soit à la clinique de Porto, soit à la clinique de Coimbra, nous travaillons 100% avec le time-lapse. Nous utilisons l'embryoscope. Il y a d'autres systèmes. À mon avis, l'embryoscope, c'est le meilleur. Mais le plus important, c'est que ça soit un vrai time-lapse, un time-lapse de bonne qualité. Et donc, ça nous permet de ne pas seulement évaluer les embryons de la même façon comme nous les évaluons il y a 25 ans, cette classification morphologique de laquelle vous parlez, A, B, C, 1, 2, 3, il y a pas mal de classifications au monde entier, selon le pays, selon le système de référence. Et donc, nous continuons à utiliser cette classification pour pouvoir donner aux autres centres PMA une référence, mais à l'intérieur des laboratoires, nous ne travaillons qu'avec les informations du time-lapse. Actuellement, les cliniques encore plus modernes, dans lesquelles nous entourons, nous travaillons même avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire il y a des systèmes 100% automatisés qui indiquent quels sont les embryons viables ou non viables. Okay? Donc, ça ne dépend plus des humains. Okay? C'est quelque chose qui est le rôle de l'embryologue est moins en moins important au niveau de la classification parce qu'il y a des choses que l'œil humain n'est pas capable de voir. Donc, il y a comme une espèce de graduation. La classification plus simple, ce que nous faisons depuis 25 ans, c'est la classification morphologique. On prend une photo de l'embryon et nous le classifions selon des paramètres objectifs dans cette photo. C'est l'ancienne classification, celle de ABCD, 1, 2, 3, 4, quel que soit. Ensuite, au-delà de ça, il y a la classification morphokinétique, c'est-à-dire la morphologie plus la vitesse de développement, la manière comme les cellules se divisent, etc. C'est une classification semi-automatisée, c'est-à-dire un embryologue va enregistrer environ 25 paramètres liés au développement embryonnaire et l'ordinateur a un algorithme qui va se prononcer, disons, en faisant une comparaison de ces 25 paramètres avec les 25 paramètres d'un ensemble de milliers d'embryons du monde entier, les embryons qui ont une meilleure probabilité d'implantation sont celui. OK, donc c'est semi-automatique. Et la dernière technique, c'est une technique dans laquelle on ne touche pas les embryons. C'est-à-dire, on ne touche pas les embryons et nous ne faisons même pas ces annotations manuelles. C'est l'ordinateur qui, à travers des softwares extrêmement complexes d'identification des images, va nous dire cet embryon semble viable, celui ne semble pas viable, etc. Et bien sûr, la seule manière de le savoir, c'est comme vous le dites, à travers d'un diagnostic préimplantatoire. Est-ce que je peux partager mon écran?
Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. C'est juste pour vous montrer, parce que lorsque vous parlez, par exemple ici, je ne sais pas si vous le voyez, ça c'est une étude qui a été publiée il y a en 2014, vous voyez, mais c'était une étude très importante réalisée aux États-Unis et en Italie, donc c'est pas de notre côté, par des chercheurs internationaux très prestigieux. Et là, ils ont observé presque 1000 embryons, presque 1000 blastocystes, c'est-à-dire 1000 embryons à J5. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Et maintenant, donc, ils ont fait le PGT, le diagnostic préimplantatoire à chacun des embryons, c'est-à-dire avec un système laser, on fait un petit trou dans l'embryon pour prélever quelques cellules. Ces cellules sont envoyées vers un laboratoire génétique pour tester le contenu génétique de chaque cellule. Bon, pour ne pas, le plus important de cette étude, c'est ce graphique ici du côté droit. Et là, vous voyez que la classification embryonnaire A, B, C, D, et vous voyez la probabilité de grossesse. Et vous pouvez vérifier que ça ne change presque rien. Il y a des petites variations, mais qui, au niveau statistique, n'ont pas un significat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où les embryons atteignent un certain niveau de développement, un stade blastocyste, un blastocyste qui peut être biopsié, auquel on peut faire ça, ça signifie que l'embryon a une énorme probabilité d'être viable et que le type de classification qu'on donne ne dépend pas de la viabilité de l'embryon, mais plutôt du stade de développement de l'embryon. Donc, il faut toujours penser que le même embryon, si nous le classifions en 2, 3 différents moments, il peut changer de A à B, à nouveau à A, peut-être à C, ensuite. Okay. Ça change selon le temps. Donc, cette classification morphologique a un intérêt très limitée. Je pense qu'elle sera finalement abandonnée. Elle existe depuis 25 ans. C'est quelque chose du passé à laquelle on ne fait pas mal d'attention. Et vous vérifiez ici dans le graphique au-dessous, pardon, vous voyez que ça, c'est le pourcentage de grossesse selon le jour d'implantation. Et vous voyez que c'est la même chose entre J5 et J6. OK? Pourquoi? Parce que... Pardon. Allez-y, allez-y. Non, je disais, il faut quand même se rendre compte que la PMA, c'est seulement une médecine qui a 40 ans. Donc, si on dit que la classification à 25 ans, c'est quasiment pratiquement toute la... Donc, il y a vraiment le temps pour changer de manière de le faire, en fait. Hein. Oui, c'est un peu la préhistorie voilà. de la PMA. Okay? Donc, ça ne signifie pas que ça soit irrélevant. C'est tout simplement quelque chose du passé qui n'est pas aussi importante comme on pensait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Okay? Il y a 15 ans. À partir de 2012, 2013, la technologie de time-lapse a commencé à être implémentée et on a tous commencé à mieux comprendre le fonctionnement des embryons. Bon, tout ça pour, je vais pas couper ça, tout ça pour vous dire que oui, c'est très important de connaître la qualité embryonnaire, mais souvent, ça arrive que nous avons, par exemple, quand nous congelons 2 embryons, parfois, nous avons 4 ou 5 blastocystes. Mais si par quelque raison, ils ne correspondent pas aux paramètres de développement morphokinétique, morphologique bien sûr, mais surtout kinétique, on ne va pas congeler ces embryons. Donc, avoir 1 ou 2 blastocystes, c'est pas mal de fois, c'est aussi une conséquence de la qualité spermatique, indiscutible. Mais une autre chose, c'est qu'il faut aussi penser que ça, c'est la conséquence d'un procès de sélection embryonnaire qui est rigoureux. Donc, nous ne congelons pas des embryons s'ils ne correspondent pas, s'ils ne peuvent pas être classifiés dans ce système où ils ont tous à peu près la même probabilité d'avoir un contenu génétique normal. Une autre chose, c'est bien sûr ce que vous disiez aussi. Actuellement, nous sommes dans une nouvelle ère, on dit ça Oui, en français. une nouvelle ère.
une nouvelle ère dans laquelle il faut faire beaucoup d'attention à l'endomètre. Pourquoi? Parce que à l'endomètre et à l'implantation. Parce que on sait que les embryons, nous sommes capables d'avoir des excellents embryons avec nos incubateurs, avec les techniques au laboratoire, etc. Mais ensuite, c'est à l'utérus qu'ils doivent s'implanter. Et donc, quelles sont donc les tendances actuelles de la science? Bon, tout d'abord, fenêtre d'implantation. On sait que en fonction du temps d'exposition à la progestérone, l'endomètre va devenir réceptif ou non réceptif. Théoriquement, il deviendra réceptif après 120 heures d'exposition à la progestérone. Donc, sinon, il y a des femmes, et ça c'est une chose génétique, il y a des femmes dont l'endomètre ne sera pas réceptif que, par exemple, après 144 heures, 169 heures d'exposition à la progestérone. Il y a aussi des cas plus rares où nous avons le contraire. Par exemple, à 96 heures, l'endomètre est déjà préparé. L'autre chose très importante aussi et qui devient plus en plus parlé, c'est le microbiome. Qu'est-ce que c'est ça? Jusqu'à il y a à peu près 10 ans, 15 ans, tout le monde pensait que l'utérus était stérile, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de bactéries à l'intérieur de l'utérus. Entre-temps, avec des études qui ont été pratiquées, surtout avec la même technologie utilisée par exemple pour les tests COVID, l'amplification des acides nucléiques, nous avons découvert qu'il y a pas mal de bactéries à l'intérieur de l'utérus, mais avec une particularité. Ces bactéries elles ne peuvent pas être mises en culture dans un système classique comme on fait par exemple pour faire développer des bactéries en urine. Okay? Donc, il faut faire cette analyse par biologie moléculaire. Okay? Donc, on a découvert, pas moi, mais la science, la médecine a découvert que si le microbiome, c'est-à-dire si les bactéries qui existent à l'intérieur de l'utérus ne sont pas les correctes, il faut avoir que ce soit 80% des lactobacillus, il y a un risque d'échec d'implantation, il y a aussi une opportunité pour qu'une bactérie pathogénique se prolifère et peut créer une situation d'endométrite chronique. Ça, c'est extrêmement préjudiciable à l'implantation et donc ça va faire, ça peut même faire devenir l'implantation impossible. Donc, ça, c'est un autre facteur qui peut jouer un rôle absolument critique et maintenant, ça commence à être étudié. Et bien sûr, il y a le facteur immunitaire. Le facteur immunitaire est extrêmement complexe. Okay? Il y a pas mal de tests immunitaires qui peuvent être faits, des tests comme Matrice-Lab, des tests comme les antigènes KIR, autres types de tests. Enfin, il y a pas mal de choses. Presque aucun de ces tests a été, disons, a été validé d'une façon indiscutible, disons. Ouais. Il y a toujours une polémique, il y a des médecins en faveur, il y a des médecins contre, il y a des études en faveur, des études contre. Normalement, ce que nous disons, c'est ça. En principe, la vérité sera quelque part au milieu. C'est-à-dire, on sait que ce type de tests peuvent être utilisés et ont un intérêt pour certains groupes de patientes et pour certaines patientes, ça semble très clair. Mais si nous les utilisons d'une façon indiscriminée, c'est-à-dire pour tout le monde, n'importe quelle cause, n'importe qui, on va sûrement avoir peut-être 97 personnes pour lesquelles ce type de test sert absolument à rien. Okay? Donc, c'est quelque chose qui devra être évalué soigneusement, qu'on peut faire ou pas, mais qu'il faut le vérifier avec attention. Et ça, bien sûr, peut déterminer les grossesses biochimiques, les fausses couches précoces ou tout simplement les échecs d'implantation.
Bah, c'est vrai que dans le doute, quand évidemment on a des embryons qui sont vrais, quand on s'assure que les embryons sont de qualité, donc je redis ce qu'on a dit, c'est que c'est pas parce que ils ont l'air de bonne qualité, c'est-à-dire que vous les Mhm. avez congelés, parce que donc on a bien compris maintenant que les embryons étaient de bonne qualité, ils ont tout à fait, ils ont un potentiel de développement qui est positif, on va dire. Par contre, Oui. ça ne veut pas dire qu'ils sont bons. Donc, mais admettons Mhm. qu'on sait que l'embryon est bon parce qu'on l'a testé par PJS, par screening Mhm. préimplantatoire. Là, Mhm. ben, il y a toute la question de savoir ben, qu'est-ce qu'on peut faire si ça ne marche pas. Il y a certains tests, comme vous citiez, ben, endométrio, vous parliez du microbiome, ERA, Mhm. Mhm. endométrite et autres, c'est endométrio. Matrice Lab, et de nouveau, ben, il y a des gens pour qui ça marche, mais on voit aussi malheureusement que ça, c'est pas oui, non, ça peut Mhm. marcher. Nous, on a Oui. aussi, vous nous suivez aussi, nous, on travaille sur le microbiote, on travaille sur l'immunité avec Fertiline, l'immunité globale. On a aussi des très bons succès. De nouveau, c'est pas des succès, Mhm. c'est pas noir-blanc. Mhm. Chacun sa croyance et je pense que de toute façon, quand on n'arrive pas à avoir une implantation ou qu'il y a des fausses couches, ben de toute façon, il faut essayer. Et actuellement, au niveau de la médecine, il y a rien de, on n'a rien de blanc ou noir. Il y a certains tests qu'on peut faire. On comprend Mhm. que c'est compliqué. On a des méthodes pour comprendre certaines choses, mais on ne comprend pas tout pour le moment. Est-ce que c'est un Oui. peu ça la conclusion? C'est un peu ça la conclusion. Je me souviens, par exemple, pas mal de choses sont découvertes d'une façon accidentelle. Par exemple, la semaine dernière, j'étais dans une conférence dans laquelle l'équipe qui a créé les tests ERA et aussi les tests endométrio, c'est-à-dire le microbiome, ils ont partagé un peu son expérience et l'histoire comme ils ont découvert l'importance du microbiome. Et c'était une situation très curieuse parce que c'était une patiente qui était une jeune femme âgée 32, 33 ans, qui avait une histoire énorme d'échecs en FIF. Okay? Et elle avait fait pas mal de traitements et toujours avec des négatifs. Et ensuite, les médecins, ils ont fait une FIF avec des pays. Ils ont trouvé, ils ont obtenu 2 embryons et les deux avaient une constitution chromosomique correcte. Okay. Ils ont fait le transfert embryonnaire et la patiente a subi une fausse couche. Okay. Ce qui était il ne savait pas pourquoi. OK, donc après une patiente, une jeune femme, excellente réponse, 2 embryons excellentes, des embryons génétiquement normaux, transférés. Pourquoi? Grossesse gémellaire en cours, ensuite fausse couche. Ils ont été un peu perdus et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Et donc c'est comme ça qu'ils ont découvert d'une façon accidentelle l'importance du microbiome. Donc, donc, au jour de la fausse couche, ils ont pris un prélèvement de l'embryon pour l'analyser génétiquement, pour vérifier si c'était, par exemple, une erreur de test préimplantatoire, pour être sûr que les embryons avaient en réalité une conséquence humaine, disons, et une constitution génétique normale. Et ensuite, cette femme a fait un protocole d'élimination de la fausse couche et a parti en congé et est revenue au rendez-vous avec le médecin pour faire un examen de contrôle, pour faire un test ERA de fenêtre d'implantation. Le médecin, il a fait ça. Et donc, suite à la fausse couche, il a donné des antibiotiques à la patiente d'une façon prophylactique. Et donc, au moment où il a fait le prélèvement pour le test ERA, il a noté quelque chose hors de la normalité et déjà après le test ERA, après la fausse couche, il a fait une échographie. Il s'avère que la patiente avait tombé enceinte naturellement.
et que la grossesse était en cours. Donc, le médecin a même risqué de causer lui-même une fausse couche à la patiente. Et donc, il a été très étonné parce que cette patiente qui avait 400 ans d'infertilité, qui avait fait pas mal de traitements, d'un moment à l'autre, tombe enceinte et la grossesse évolue normalement. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils avaient le prélèvement qui a été fait suite à la fausse couche pour tester génétiquement l'embryon. Ils avaient le prélèvement qui a été fait pour le tester quand la patiente était déjà enceinte. Ils ont essayé, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons cette pièce de tissu, on va amplifier cet ADN pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Et donc, ils ont trouvé que la première pièce de tissu était très contaminée avec pas mal de bactéries de tout type. Okay? Ensuite, ils ont donné l'antibiotique prophylactique à cause de la fausse couche. Et le deuxième prélèvement, déjà pendant la grossesse, n'avait aucune bactérie pathogénique et elle avait 90%, quelque chose comme ça, de lactobacillus. Et donc, c'était la preuve réelle avec une grossesse en cours, ce qui est complètement inadmissible. Okay, c'était bien sûr une coïncidence. Le médecin qui l'a fait, il a raconté cette histoire. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont découvert l'importance. Et ensuite, ils ont fait des études avec milliers de patientes qui ont confirmé tout ça. Mais c'était la patiente zéro. C'est-à-dire, parfois, dans notre vie, dans nos vies professionnelles, on trouve des cas qui nous aident à mieux comprendre ce qui se passe et l'importance des choses par rapport à laquelle personne n'avait jamais pensé. Okay? Et actuellement, tout le monde s'est très concentré et vous faites un excellent travail à ce niveau dans le microbiome, etc. Mais il y a quelques années, c'était absolument pas parlé, personne ne parlait pas de ça. Et donc, c'est comme ça que la médecine évolue. Bon, c'est un sujet même qu'on parle à part le côté fertilité. Hein. On voit que maintenant, le microbiote est important même pour la dépression, les autres problématiques. Enfin, on voit, et alors qu'il y a peut-être 5-10 ans, on parlait de ça, on était des fous, mais voilà. Donc, on voit de plus en plus, les choses évoluent aussi. Hein. Donc, c'est vrai que des choses qui sont... qu'on prend pour acquis maintenant sont différentes plus tard et vont évoluer. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, justement, c'est cette personne qui est très contente de votre clinique, donc elle dit vraiment que ça se passe super bien, mais malheureusement, il y a eu un négatif, une fausse couche, et elle se pose la question, du coup, évidemment, quand on a des négatifs fausses couches, on se pose toujours la question de la qualité des embryons. Donc, elle demande si vous préconisez de faire un PJS, donc un diagnostic préimplantatoire, si les embryons sont déjà congelés. Est-ce que dans ce cas-là, vous le feriez? Quel est le ratio risque-bénéfice? Parce que ce n'est pas l'idéal, mais après, ça peut être autre chose que les embryons, comme on a dit. Alors, oui, bien sûr, ça peut être autre chose que les embryons, mais alors, il y a deux choses ici. D'un côté, le côté légal. Donc, la loi, pour certains types de DPI, il faut demander, surtout avec l'endoversité, il faut demander une autorisation spéciale. En principe, l'autorité portugaise, la PMA, autorise ça pas mal de fois, okay? Pas pour tout le monde, mais quand il y a des échecs au passé, quand nous avons exclu des causes autres que l'embryon, ils l'autorisent. Typiquement, après 2 échecs, ils autorisent la réalisation de ce type de technique. Et donc, ça, c'est une chose, le côté légal. Pour l'autre chose, c'est le côté technique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 2 types de DPI. Le DPI invasif et le DPI non invasif. Le DPI invasif, c'est le DPI classique, le PGT, le PGS, enfin, c'est le diagnostic préimplantatoire classique dans lequel c'est comme dans les images que j'ai partagées. On fait un trou avec un système laser, on fait un trou dans l'embryon et nous prélevons 5-6 cellules qui seront analysées génétiquement. Et ça nous permet, donc il faut décongeler l'embryon, taux de survie 98%, donc taux de perte 2%, faire une biopsie,
taux de perte d'embryon à peu près 1-2%, ça dépend un peu, recongeler l'embryon et décongeler à nouveau pour le transfert si l'embryon est viable. Donc, et là, on va avoir à nouveau 2% de perte embryonnaire. Euh, pour faire le DPI non invasif, nous décongelons l'embryon, donc il y a les mêmes 2%. On peut mettre les embryons en culture, dépendant du moment où ils ont été congelés, ils peuvent être mis en culture entre 8 et 24 heures, et ensuite on peut recongeler. Et le taux de perte associé à la congélation est toujours 2%. Bien sûr, c'est rare. Alors, et là, on ne touche pas l'embryon, on va tout simplement faire le test à l'ADN, au matériel génétique qui est libéré par l'embryon pour le milieu de culture. Ça, c'est moins agressif pour l'embryon et c'est ce que nous préconisons pour le DPI des embryons qui sont déjà congelés. Bien sûr, pour que ça puisse être fait, il faut, bon, tout d'abord, que la clinique ait pas mal d'expérience dans ce type de technique, qui est une technique récente et complexe. Étant une technique récente, il faut être clair que nous n'avons pas autant d'expérience avec le DPI non invasif qu'avec le DPI invasif. Les nouvelles méthodologies de DPI non invasif donnent des résultats de concordance face au contenu génétique des embryons et face au DPI invasif supérieur à 90%. Et donc, ça signifie que ce type de test est un test qui est actuellement très fiable. Il y a des essais cliniques contrôlés qui l'ont démontré. Et je pense que d'ici à 5 ans, tout le monde fera le DPI non invasif parce qu'en réalité, pour le dépistage des altérations chromosomiques, des anéuploïdies, c'est ce qui se justifie. Il ne faut pas toucher l'embryon. Je pense que ça, c'est l'avenir de la PMA. Alors, dans un cas où nous avons des embryons congelés, mon avis personnel, c'est le DPI non invasif. C'est sans doute la meilleure solution. Ah, je ne savais pas que vous étiez déjà au taux de concordance de 90%. Je pensais que c'était moins Oui. quand même. Mais c'est énorme, c'est Au génial. passé, oui. Au passé, le DPI non invasif nous, la médecine, l'a commencé à essayer, les taux de concordance étaient 35%, 40%, 50%. Donc, c'était absolument pas justifié. Mais avec les nouvelles méthodologies, avec la culture jusqu'à J6, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les blastocystes selon l'autre étude. Donc, avec tout ça, le taux de concordance est énorme et ça nous permet de donner une utilisation clinique très intéressante. Mais alors du coup, peut-être, pourquoi pas proposer le screening préimplantatoire non invasif même sur des embryons, enfin, de toute façon, si vous avez un taux aussi élevé de réussite, on va dire. Vous proposez encore celui qui est invasif ou pas? Alors, bon, comment le dire? Il y a la loi, OK? D'accord. Il y a limite la loi. Moi, je suis complètement, totalement en faveur du DPI. OK? Donc, à mon avis, si j'étais autorisé, je ferais, bon, et bien sûr, il y a le côté économique, mais sans considérer les facteurs légaux et économiques, je ferais DPI à 100% des cas. Okay? Et bien sûr, je pense que le non-invasif serait l'idéal. Alors, par rapport, quelles sont les situations pour faire un type de DPI ou l'autre? Je pense que si nous avons une raison, une chose c'est le dépistage, l'autre chose c'est quand on essaie de faire un diagnostic. Et donc, si le but c'est de faire un dépistage, je pense que le non-invasif est le test idéal. Parce qu'on ne touche pas l'embryon, il est fait pendant la culture embryonnaire, ça n'affecte absolument rien, le risque est nul pour l'embryon et donc, très sincèrement,
je pense qu'il n'y a pas de justification pour ne pas le faire. C'est vraiment une chose, c'est dommage que la loi ne le permette pas de faire toujours. Bon, le DPI invasif, c'est une technique plus éprouvée qui est utilisée depuis pas mal d'années, qui nous donne, parce que nous analysons directement les cellules et pas l'ADN qui est libre. Donc, si on souhaite avoir le plus de certitude possible, je dirais que peut-être on garderait l'invasif pour les cas plus sérieux dans lequel nous sommes dans la recherche d'une mutation dans un chromosome très spécifique ou si nous avons des raisons, par exemple une grossesse antérieure affectée ou une histoire préalable de fausses couches, etc. Oui, je dirais que ça, dans ce cas, l'invasif serait peut-être plus approprié. Mais si c'est quelque chose par routine, simplement pour dépister, pour avoir une information plus, je pense que le non-invasif serait l'idéal et je suis convaincu de que d'ici à 5 ans, si nous sommes à nouveau ici, je vais vous dire, vous vous souvenez de ce jour en 2022 où c'était encore une nouveauté, et parce que tout le monde l'utilisera, je suis convaincu. Déjà, de savoir que vous pouvez le faire dans les cas où c'est autorisé par la loi, de nouveau, c'est vrai que ça, c'est une grosse différence entre le Portugal et l'Espagne, c'est qu'en Espagne, en fait, on peut faire le screening transplantatoire un peu dans tous les cas. En fait, si on le veut, c'est une option qu'on peut prendre. Et vraiment, au Portugal, il faut passer devant un comité, c'est ça, pour avoir l'autorisation. Pas toujours, mais il y a des cas, la loi portugaise dit que le DPI peut être utilisé dans les cas où il y a une indication clinique dans ce sens. C'est-à-dire, par exemple, des patientes qui ont déjà 2 échecs de FIV, de fausses couches, 3 échecs de FIV, âge égal ou supérieur à 39 ans, enfin, une grossesse antérieure affectée. Il y a un ensemble de situations pour lesquelles c'est automatiquement autorisé. Il y a, par contre, des situations dans lesquelles c'est un peu gris, pas noir et blanche. Et là, il faut le demander. L'autorité portugaise, la PMA, heureusement, a une posture très libérale et normalement, ils autorisent la majorité des cas. Mais bien sûr, si nous demandons le DPI pour une première tentative de don d'ovocytes, ils ne l'autoriseront pas. Ne l'autoriseront pas. Ne l'autoriseront pas. Moi, j'ai encore 2 questions, puis après, on va vous laisser ce soir. Une question, c'était par rapport, parce qu'on a eu sur le groupe une question qui demandait si au Portugal, je ne sais pas si vous savez si c'est possible d'avoir une prise en charge lorsqu'on fait un traitement chez vous par le CPAM. Alors ça, je pense que c'est plus... Est-ce que vous aidez les gens justement à faire le dossier du CPAM pour avoir un remboursement? Alors, oui, nous avons nos coordinatrices. Nous sommes habitués à travailler avec un peu tous les systèmes de santé de l'Europe, soit la sécurité sociale en France, les assurances maladie en Suisse, enfin, un peu partout. Donc, il y a même des pays où les assurances maladie demandent des informations très spécifiques, très critiques, etc. Ce que nous disons toujours aux patients, c'est ça. Il faut savoir nous avons bien sûr des documents préélaborés que nous sommes prêts à envoyer. Et normalement, quand les patients nous demandent de ce type d'aide, nous avons déjà des documents que nous utilisons d'habitude. Cependant, parfois, les sollicitations changent ou les autorités demandent des informations supplémentaires, etc. Et donc, nous sommes ici pour aider. Et ce que je peux assurer, c'est que nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir. On essaye de remplir tous les demandes, de correspondre à toutes les demandes de ce genre d'autorité, mais de l'autorité ou de société, quel que soit le cas. Mais donc, oui, on peut aider
Et non, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ça dépend un peu de chaque pays, dans le même pays. De la situation de la personne, ouais. Oui. Alors, si jamais on a Julie, justement, qui travaille avec moi, qui est spécialisée là-dedans, elle le fait beaucoup. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour remplir, alors déjà la clinique, vous donnez les indications, ce qu'a besoin le CPM pour le remboursement. Mais si jamais vraiment vous voulez avoir un accompagnement individuel, que quelqu'un vous aide, Julie peut le faire. Ça, c'est une des choses qu'on peut vous aider, une des prestations qu'on propose. Et puis, il y a quelqu'un, je voulais vous poser encore une autre question, mais il y a quelqu'un qui demande par rapport au PGS, on appelle communément DPI. Alors déjà, quel est le prix chez Ferticentro et est-ce que c'est le même prix si on fait un PGS invasif ou non invasif, en fait? Alors, c'est moins cher le non-invasif. OK? Donc, D'accord. le PGS invasif a un coût de 790 euros pour la biopsie embryonnaire et ensuite 360 euros pour chaque embryon testé. Le DPI non invasif, comme c'est pas nécessaire de faire la biopsie, c'est que le coût de l'évaluation de chaque embryon, donc 360 euros par embryon testé. Ok, super, c'est très intéressant. Super. Et puis moi, j'avais encore deux questions. C'était parce qu'on entend aussi, alors je pense que c'est au niveau des techniques, on entend souvent le rajeunissement ovarien, rajeunissement endométrial. Alors, est-ce que c'est des techniques déjà, un, que vous proposez et deux, alors, si vous y croyez, vous le proposez, est-ce que vous le proposez? Alors, pas encore, OK? Nous l'avons déjà fait, OK? La raison... Donc, une chose, ce sont deux choses différentes en réalité. Qu'est-ce que c'est le rajeunissement ovarien? Qu'est-ce que c'est le rajeunissement ovarien? C'est l'injection de PRP, c'est-à-dire certains... L'hormone c'est de du croissance? plasma. Non, ça Non. c'est une troisième chose. Ah, d'accord, ok. OK. Donc, ça c'est le neopogène ou le filgrastim. OK, bon. Donc, commençons par le PRP. Le PRP, c'est l'acronyme de Plasma Enriched Platelets. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le plasma du sang avec les plaquettes. Okay. Et donc, c'est au contraire, platelet rich plasma. Et donc, c'est quelque chose qui est produit à partir du sang de la patiente et qui est injecté soit directement dans les ovaires, soit à l'intérieur de l'endomètre. Et ce type et donc, ça c'est utilisé beaucoup dans la médecine esthétique, dans le traitement du cancer, etc., parce que ça a la capacité de faire redévelopper les différents tissus humains. Il y a des études, des expériences d'application de ce type de technique dans la PMA, quelques résultats favorables, mais c'est un peu comme l'immunologie. C'est pas quelque chose qui soit indiscutible. C'est pas, disons, le miracle. C'est pas ça qui va changer dramatiquement le pronostic de chaque patient. Les injections intra-ovariennes sont quand même quand même un peu dangereuses. C'est pour ça que nous ne sommes pas contre, nous n'avons pas l'expérience pour le faire et nous sommes dans une position un peu défensive par rapport à ça. Par rapport à l'endomètre, oui, nous l'avons déjà fait. Nous sommes encore en observation des résultats. Il y a des études qui indiquent, qui rapportent des résultats très favorables, mais on sait que déjà dans la médecine, ça arrive de temps en temps et finalement, et parfois, les choses changent. Donc, il faut être prudent, être sûr que ça peut réellement aider,
Et donc, si ça arrive, on l'essaiera. Le néopagène, c'est-à-dire les facteurs de croissance, ça, c'est extrêmement utile pour les femmes qui ont des endomètres trop fins. Si l'endomètre n'arrive jamais à 7 mm, l'idéal c'est 8, mais 7, ça serait déjà pas mal. Nous utilisons ce type de médicament et avec ça, nous avons des résultats très favorables. Nous l'utilisons souvent. Bien sûr, la combinaison des deux choses, le PRP et le néopagène est aussi très utilisé. Nous l'avons aussi déjà utilisé, mais nous l'utilisons dans les cas avec un pire pronostic. C'est-à-dire, c'est une solution de dernier recours. Ce n'est pas quelque chose que nous proposons en première ligne. C'est juste pour les patientes. Je me souviens d'un cas d'une patiente francophone que c'était un cas très intéressant. Elle a fait une stimulation, âge 42 ans, nous avons obtenu un embryon. Cet embryon était un mosaïque, mais compatible avec la vie. Ensuite, on a commencé à faire une préparation de son endomètre. Nous avons fait 6 préparations de l'endomètre, tous annulés donc les 5 premières annulées. La 6e, l'endomètre, on a vérifié qu'il n'allait jamais au-delà de 5,7 mm. C'est extrêmement fin. Donc, nous avons parlé avec la patiente. On a été d'accord. Bon, c'est pas la peine de continuer à surcharger votre organisme avec des médicaments, etc., parce que c'est votre génétique. Ça ne va pas grandir plus que ça. Donc, on a donné à la patiente des facteurs de croissance et finalement, l'embryon s'est implanté. Une petite fille est déjà née. Tout s'est très bien passé et c'était un des cas qui était un vrai miracle. Et donc, ça arrive de temps en temps. Bien sûr, nous n'avons avancé avec le transfert qu'au moment où nous avions déjà tout essayé sans résultat. Et donc, on avait cet embryon qui était tellement précieux qu'avant de mettre en cause l'embryon, on a décidé de tout essayer. Comme l'endomètre n'était pas capable, jamais au-delà de 5,2, 5,3, on est arrivé à 5,7, on a dit à la patiente, bon, c'est le meilleur que nous avons réussi, vous êtes d'accord, on avance. Elle a été d'accord et voilà. Heureusement, ça a fonctionné, mais bien sûr, on sait que tout ça est un jeu de probabilité. Ouais. Et donc, voilà. Super, ben merci beaucoup, c'est bien. Ben, on voit qu'il y a quand même des choses à faire quand il y a des problématiques, qu'on peut essayer des choses et autres et que vous êtes là aussi pour trouver des solutions. Et c'est ça qu'on aime aussi avec votre clinique, c'est que nous, on aime vraiment pouvoir dialoguer quand il y a des soucis. On sait que vous êtes un directeur qui est très présent pour les patients quand il y a justement des choses à aller plus profond, enfin, quand il y a des situations plus complexes, parce que dans la plupart des cas, ça se passe facilement. On sait que souvent, quand c'est un don d'ovocytes, quand les gens viennent que pour un don d'ovocytes, bah, c'est assez simple. Puis quand il y a une situation plus complexe, ben, voilà, il y a des solutions. Après, il faut tester, il n'y a rien de tout éprouver, puis c'est des choses un peu à tester, puis ça peut marcher au cas par cas. Je regardais si on avait encore des questions. Je crois que non. En tout cas, merci beaucoup. C'est super intéressant. Enfin, en fait, il faut vraiment qu'on fasse plus d'interactions comme ça, parce que j'ai appris plein de choses moi aussi ce soir. Plein d'avancées. C'est super intéressant. Et puis, ben, écoutez, n'hésitez pas, si vous voulez contacter Ferticentro, de passer par nous. La chose qui est positive, ben, déjà, on a négocié avec vous des réductions. Même sur le package en fait, que tout le monde a, donc avec 2 embryons. On a aussi demandé d'avoir quelque chose spécialement pour nous, c'est 3 embryons, parce qu'on sait qu'avec 3 embryons, on a plus de 90% de pouvoir avoir un bébé ensuite. Donc, c'est vrai que pour nous, 3 embryons, c'était important. Et ça, on a pu le faire avec vous.
Et puis, c'est vrai que quand on veut faire accélérer des choses ou qu'on veut étudier un dossier particulier, ben, on a ce dialogue qu'on peut privilégier, qu'on peut avoir avec vous ou avec Katharina ou d'autres personnes. Donc, c'est un petit peu notre travail aussi, puis d'un peu de décortiquer ce qu'on peut faire dans les situations un peu complexes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour être mis en contact. Et voilà, et merci beaucoup. Et puis, on se retrouve. Merci, Adja. Merci beaucoup. Bon, merci. Au Au revoir. revoir. C'était un Bonne plaisir soirée. d'être ici. Pour nous Bonne aussi. soirée Au à vous revoir. aussi. Au revoir. Au revoir. Merci, Katharina. Au revoir. Au Au revoir. revoir.